Bonsoir, bienvenue dans After Sunday, l'émission qui débriefe le MotoGP. On va parler ce soir du 9e Grand Prix, le Grand Prix de Hollande qui s'est tenu hier à Assen. Et on reviendra évidemment en longueur sur ce Grand Prix puisqu'il marque le cap de la mi-saison. Pour m'accompagner sur ce, plus ou moins, sur ce débrief, Alexis est avec moi. Bonsoir Alexis, ça va ? Impeccable. Bon, Michel, tout frais rentré d'Assen. Exactement, tout frais arrivé. Voilà. Ouais, tout va bien. Et Thomas qui est avec nous comme maintenant depuis un petit moment. Il est venu une fois et il n'est plus jamais reparti. Il habite là d'ailleurs. Il habite là, voilà. Donc messieurs, je le disais, donc on va parler du Grand Prix de Hollande et d'Assen. On aura évidemment nos rubriques, c'est-à-dire l'instant stat avec Thomas, le débrief de Michel Turcot, la rubrique d'Alexis Delis et en fin d'émission, nous recevrons Pascal Tomec qui est le responsable Powersport Europe de Motul. On parlera un petit peu business, partenariat, etc. avec notamment Motul, donc qui est une marque de lubrifiant français. Je vous rappelle qu'on est en direct sur les plateformes de Motostation, de Sans Concession, de Motojournal et de Motorevue. Donc vous pouvez interagir, vous pouvez poser vos questions. Et Alexis sélectionnera avec Eric en régie les plus intéressantes et on fera évidemment le mieux que l'on pourra pour y répondre. Voilà, et ben écoutez, on passe tout de suite dans le vif du sujet. C'est tout de suite, c'est le débrief de Michel Turcot. Voilà le débrief de Michel Turcot. Ils sont dissipés ce soir, nos amis Thomas et Michel, ils sont en forme. Donc le débrief de Michel et on commence par l'image du week-end. Alors l'image du week-end, Michel, qui finalement n'en est pas une parce que l'image elle est tombée ce matin. Bah oui, c'est plutôt l'annonce, la grosse nouvelle, c'est la séparation, le divorce de Maverick Viñales avec Yamaha. Alors on sentait que ça faisait un petit moment que la relation se dégradait. Donc on rappelle que Maverick Viñales a quand même gagné le premier Grand Prix au Qatar et depuis plus rien. Depuis plus rien. Et en Allemagne, on se souvient, on en a parlé la semaine dernière, il a terminé dernier sur la grille, dernier à l'arrivée de la course et des déclarations un peu fracassantes. Yamaha lui manque de respect, donc là personne n'a vraiment compris. Et depuis, il reproche à Yamaha un manque de soutien, un manque de support. Je pense que surtout il vit très mal la réussite de son jeune coéquipier, Viñales. Il pensait s'être débarrassé de l'encombrant Valentino Rossi et de devenir le leader de ce team officiel. Et finalement, même s'il a gagné la première course, Fabio a gagné la seconde et depuis il a pris l'ascendant psychologique sur son coéquipier. Et on sait que Viñales c'est un garçon fragile. On se souvient qu'à ses débuts en 125, il avait claqué la porte du team Blue Saints en 2012 alors qu'il était en mesure d'être champion du monde. Il n'avait pas fini la saison. Là, rebelote. Donc là, cette année, il va a priori finir l'année chez Yamaha, mais l'année prochaine il sera plus là, donc un accord a été trouvé. Ouais, il avait 2 ans de contrat et donc il a renouvelé pour 2 ans. On peut dire qu'il va s'asseoir sur sa deuxième année et les petits millions d'euros qui étaient à la clé. Donc c'est vrai que personne ne comprend vraiment pourquoi il en est arrivé là, quoi. Mais l'élément déclencheur, c'est quoi, hormis le fait effectivement qu'il subisse la domination de Fabio, c'est vraiment ce qu'il considère lui comme le manque de respect de Yamaha. C'est le déclic, c'est quoi sa dernière place en Allemagne ? Il n'arrive pas à performer comme Fabio. Donc chez Yamaha, on a essayé de trouver des solutions. La première, ça a été de lui enlever son chef mécanicien Esteban Garcia qu'il avait voulu, parce que il avait travaillé avec lui à l'époque en 125, si je ne dis pas de bêtises, justement chez Blue Saints d'ailleurs. On lui a remis Silvano Galbuzera, donc qui était le chef mécanicien de Valentino Rossi pendant de nombreuses années, qui s'occupait du test team, avec qui il avait travaillé au Qatar, puisque au Qatar Esteban Garcia avait été positif au Covid. Donc voilà, ça s'était plutôt bien passé. Donc chez Yamaha, on a dit on va essayer petit électrochoc de lui changer son chef mécanicien. Ça n'a pas vraiment marché. Et depuis pas de solution. Donc il se plaint de la moto, il se plaint de manquer de soutien de Yamaha, de ne pas lui fournir ce qu'il aurait besoin. En même temps, chez Yamaha, on lui a demandé
d'essayer d'utiliser les réglages de son coéquipier puisque ça fonctionne. Il a pris ça très très mal. Voilà, donc après, de déclaration en déclaration, ça pouvait plus aller très très loin. La rumeur aussi veut qu'il aurait déjà pris contact avec Aprilia pour rouler être coéquipier d'aller chez Spargaro l'année prochaine. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, chez Yamaha, là, ils ont pris le taureau par les cornes et on a dit on va trouver un deal. Par contre, ce qui est le plus surprenant, c'est que ça arrive maintenant, parce que autant en Allemagne, sur le coup de la déception, on aurait pu se dire c'est surprenant. C'est surprenant. L'Allemagne, c'était la semaine dernière, donc l'Allemagne c'était la semaine dernière. Donc tout ça s'est joué avant la course à Assen. Alors Assen, il avait gagné en 2019. C'est un circuit où il a toujours été vite. Donc c'est vrai. Dès qu'il y a du grip. Voilà, il y a du grip. Et dès qu'il n'y en a pas, ça que c'est moyen. C'est sûr qu'il y a un timing. Il fait deuxième et le lendemain matin, il annonce le divorce. Bon, le timing est désastreux, mais après, il faut savoir, on l'a dit, c'est un garçon fragile. Il y a le retour du père au milieu qui met un peu la pagaille. L'entourage de Maverick est quand même aussi instable que lui il est, donc c'est vrai que c'est pas facile. Alors, t'en parlais, tu disais la rumeur veut que ça soit Aprilia, mais est-ce que c'est raisonnablement la seule piste qu'il est? Parce que je dirais Yamaha c'était quand même un top team, Aprilia c'est un team en devenir, c'est pas faire offense à Aprilia, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter à Aprilia et qu'est-ce que Aprilia va pouvoir lui apporter? Hier, on a interrogé Johan Zarco sur le sujet en lui demandant parce qu'on rappelle que Johan il a claqué la porte de KTM en cours de saison parce que ça allait pas, il avait besoin d'un électrochoc, de se relancer, de tenter donc Paris à ce moment-là il savait pas où il allait aller lui. Donc là la réponse de Johan c'est quand tu as une Yamaha, je pense qu'il mesure pas bien la chance qu'il a d'être où il est. Donc c'est vrai que la situation est complètement différente. Il vient de faire un podium, il fait la pole position, il termine deuxième. C'est vrai que on a du mal à comprendre. Après sa problématique c'est je veux être écouté, je veux être le leader de l'équipe. Donc le seul endroit où on peut lui faire vraiment un tapis rouge, c'est Aprilia. Chez KTM, chez Ducati, chez Suzuki, il y a des leaders déjà. Donc il n'aura pas. Et puis en plus toutes ces équipes ont des pilotes qui sont sous contrat jusqu'à la fin jusqu'à fin 2022. Donc là aujourd'hui, la seule place vraiment où il pourrait être numéro 1, comme il le souhaite, c'est Aprilia. Alexis. Jocelyn nous demande, sait-on si Fabio et Maverick s'entendent bien humainement? Je crois que c'est le cas. Ah oui, il y a zéro problème entre les deux. Je pense que c'est après la problématique, c'est qu'il est dominé depuis le début de l'année et puis ça l'a complètement déstabilisé quoi. Ça s'arrête là. Après, pour revenir sur la suggestion de Yamaha d'essayer les réglages de Fabio, Fabio était interrogé là-dessus en conférence de presse. Je lui disais qu'il était d'accord avec Maverick, mais c'était pas forcément la bonne solution de copier ses réglages. Chaque pilote a ses propres réglages. Après, quand un pilote est perdu, ça se fait régulièrement. Les années où Johan était chez Tech 3 et taillait des croupières aux pilotes officiels, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous essayé les réglages de Johan parce qu'à un moment donné, t'es perdu, tu te rassures avec un truc qui fonctionne. Mais le problème, c'est que c'est de pas aussi vouloir faire évoluer son pilotage, de pas vouloir. Je pense qu'il a eu du mal peut-être à s'adapter aussi au nouveau Michelin depuis l'an dernier. Il a pas passé le cap qu'a passé Fabio avec cette moto depuis l'an dernier, quoi. Bon, donc c'est le feuilleton de l'été. À mon avis, est-ce qu'on peut attendre un élément de réponse avant la reprise des courses ou il faudra attendre plutôt la fin de la saison par rapport au contrat, aux clauses de confidentialité, etc. Pour l'instant, chez Aprilia, on bouge confirme ni les négociations, ni... Après, il y a un mot devant tout le monde là, on peut avoir une signature dans le courant de l'été. Il n'y a pas de problème. Après, il y a aussi, c'est aussi du côté de chez Yamaha où il y a pas mal de choses à régler. Bien sûr. Alors justement, tu dis chez Yamaha, il y a pas mal de choses à régler. Alors, on va d'abord parler de Fabio, évidemment, parce que Fabio, il a encore été énorme ce week-end. Il rate je pense que la pole, il l'a raté, mais il n'en a pas fait une affaire d'état de pas grand-chose. Par contre, en course, il a été clinique, chirurgical, une fois qu'il a passé Bagnaia, et comme un peu il avait fait précédemment, au Mugello, chercher le Grand Prix, il a fait 4 tours, il a oublié tout le monde, et après, il a... coupé court à toute discussion, quoi. Après, le circuit d'Assen a été resurfacé l'an dernier. L'an dernier, il n'y a pas eu de course, donc c'est vrai que tout le monde a cherché un peu ses marques sur les essais. Il a plu le premier jour, donc c'est vrai que les conditions n'étaient pas terribles, donc tout le monde était un peu jusqu'à dimanche matin, pas sûr de ses réglages, de ses choix de pneus. Fabio,
il a trouvé des solutions au warm-up, il a confirmé son choix de pneus avec le dur à l'arrière, il hésitait un petit peu avec le médium. Voilà, tu l'as dit, il a un peu galéré derrière Bagnaia en début de course, mais bon, voilà, il a attendu le moment pour passer, et ensuite il a fait le break. Il a eu 2 petites alertes quand même en course sur des petits guidonnages, des petites erreurs. Il s'est plaint aussi un petit peu de douleur au bras, mais alors il a rassuré tout le monde en disant que ça avait rien à voir avec un problème de syndrome des loges, c'est juste voilà c'est un circuit hyper physique, et là en plus avec beaucoup de grippe, les changements de direction rapide, donc et après il a parfaitement géré sa course, et donc il gagne il remporte sa 4e victoire depuis le début de l'année, soit ça en fait déjà une de plus que l'an dernier alors qu'on est à la mi-saison, même si l'an dernier c'était une saison un peu particulière. Enfin en tout cas il a un boulevard d'avance sur Johan, et voilà, il a quand même un capital de points intéressant à gérer sur la seconde partie du championnat. Capital de points intéressant à gérer, puis capital de points aussi symbolique, Thomas, par rapport. Alors peut-être que tu voulais garder. Ah oui, non, moi je peux la sortir. La stat qui parle d'elle-même, parce que ça va nous permettre de rebondir après sur ce que tu vas nous annoncer en termes de points. Ouais, écoute, c'est vrai que Fabio a déjà plus de points, donc 4 points de plus que tous les autres pilotes Yamaha réunis. Voilà, donc, là, il est à 156 points, et cumulé les autres en ont 152. Donc. Alors justement, Michel, on parlait de Marquez, le problème Honda c'était Marquez parce qu'il gagnait, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Est-ce que là on va pas se retrouver chez Yamaha avec la même problématique, à savoir que Fabio qui gagne, qui fait que fonctionner la Yamaha, ou est-ce que c'est pas du tout comparable? Alors la différence, c'est que la Honda aujourd'hui c'est une moto qui a vraiment des sérieux problèmes, on en parlera tout à l'heure. La Yamaha c'est une moto qui fonctionne. Malheureusement chez Yamaha il y a plusieurs problèmes, enfin il y a de nombreux problèmes, et effectivement aujourd'hui ils peuvent compter sur Fabio. Donc bon, Vinales est en crise, on vient d'en parler. Morbidelli il a eu des galères depuis le début de l'année. Là il s'est blessé à l'entraînement après l'Allemagne, donc ligament croisé, opération. A priori on va pas le revoir avant fin août, donc il devrait rater les 2 courses en Autriche. Rossi, bon bah voilà, c'est Tristan Rossi ce week-end encore. C'est un lent naufrage là, donc il n'y arrive plus, il faut le dire. Donc je pense que inévitablement il va arrêter en fin d'année. Donc voilà, il n'y a plus qu'un pilote qui performe, et l'année prochaine ils vont devoir trouver si Rossi confirme son arrêt et que Vinales s'en va, ils doivent trouver 2 pilotes. Donc on peut imaginer que Morbidelli ira faire équipe avec Fabio, ouais. Si les contrats avec Petronas le permettent. Après, il est encore en contrat avec Petronas pour l'année prochaine, Morbidelli. Ouais, il a pareil, une 2e année de contrat. Après, bon, Yamaha va faire quand même de grosses économies en se séparant de Vinales en fin d'année. Donc, est-ce que ça peut permettre d'avoir une remise chez Petronas, de récupérer Morbidelli, mais quoi qu'il en soit, il va falloir trouver 2 pilotes. Alors, on parle de Toprak Razgatlioglu, voilà, qui est un pilote qui fait des belles choses en Superbike. Par contre, Gerloff à l'opposé, il n'a pas forcément brillé. Après, il était catapulté sur un circuit qu'il ne connaissait pas déjà, parce qu'il n'a jamais roulé à Assen, et en plus sur une MotoGP. Donc là, c'était compliqué. 2 choses arrivées, voilà. 2e séance sous la pluie, enfin pas mal de choses à apprendre. Il n'a pas été si ridicule. Donc c'est vrai après on parle de Jake Dixon, mais c'est pareil en anglais. Après on se dit que peut-être que la Dorna va aussi un peu mettre la main à la poche pour avoir un pilote qui peut les intéresser pour des marchés un peu différents. Donc Toprak est turc, Gerloff est américain, il n'y a plus d'anglais non plus, donc Dixon pourquoi pas. On a beaucoup parlé de Raúl Fernandez, on en parle toujours, qui serait effectivement aujourd'hui un des pilotes à aller chercher en Moto 2, mais de ce que je sais, ça serait déjà signé prolongé chez KTM et signé chez Tech 3 pour faire équipe avec Rémi Garner, ce qui semble logique. On l'a dit, chez KTM ils se sont fait piquer Jorge Martin, donc là maintenant ils ont des contrats ils ont bien verrouillé, et en plus le manager de Raúl Fernandez est un proche je crois que c'est le fils de Kenny Garner, enfin en tout cas c'est des gens qui sont dans la famille, donc je pense que ils ont fait comprendre que ça serait bien qu'il reste là où il est. Alors, autre fait marquant évidemment sur ce Grand Prix de Hollande et à Assen, c'est Johan Zarco qui, mine de rien, fait son petit bonhomme de chemin. Il est toujours 2e, 2 Français à mi-saison en tête du championnat du monde. Ce n'était pas arrivé depuis le dernier Grand Prix, la semaine dernière. Non mais blague à part, il a fait une super course encore, Johan. C'est encore le meilleur pilote Ducati. Alors Bagnaia Bagnaia après il prend un long lap penalty parce qu'il est sorti de la piste, donc c'est une erreur de sa part.
Ouais, voilà. Et pourtant, il a été en difficulté aux essais, mais il a rien lâché. Il est passé par la Q1 pour la première fois de la saison. Par la Q1, ouais, pour la première fois de la saison. Et en plus, la Q1, c'est vraiment dernier au bout tour, du bout, hein, parce que c'est le dernier tour. Ouais, parce qu'il a passé in extremis. Mais c'est le spécialiste de ça. Toutes ses qualifs, il fait son meilleur temps dans le dernier tour. Il a quand même été un peu agacé par Marquez et compagnie, qui étaient derrière lui. Il se rate dans le premier virage, dans son avant-dernier tour. Parce qu'il a dit, ouais, il n'y a pas de problème. Il lui a rendu hommage, même d'ailleurs, il a dit qu'il était honoré, Marquez. Non, mais et puis surtout, c'est vraiment un guerrier, quoi. Il lâche rien, il va chercher le truc. Puis là, il a lâché des points à Fabio qui le précède au classement, mais il a quand même repris un peu d'avance sur ceux qui sont derrière. Et notamment Bagnaia et Miller, surtout. Alors on l'a vu. Il a 13 points d'avance maintenant sur Bagnaia au classement provisoire. Et puis Miller qui a chuté, malheureusement. C'est pareil, lui, c'est dents de scie cette saison. C'est vrai que Johan, aujourd'hui, c'est un peu le fer de lance de l'usine Ducati, quoi. Bon. On passe à Marquez. Vainqueur la semaine passée en Allemagne sur son circuit. Est-ce que c'est caricatural de dire il n'y a pas eu de miracle? Non, enfin de miracle. Il l'avait très honnêtement annoncé en disant que voilà, Sachsenring, on l'a dit, hein, tout était parfait. Enfin voilà, le circuit il est chez lui, ça tourne à gauche, son épaule il n'y avait pas de problème. Il y a eu un peu de pluie, ça lui a permis de faire le break parce qu'on sait que lui, voilà, la pluie il la voit pas. Le grip était à l'avantage de la Honda, enfin en tout cas pas à son désavantage, donc tout s'est bien goupillé en Allemagne. Il a dit la Seine ça sera plus compliqué. Effectivement, ça a été plus compliqué. Et en plus, il est victime d'une grosse chute en FP2. Elle est sévère celle-là. Donc il était quand même bien froissé, perte de confiance parce que voilà, apparemment petit réglage d'électronique, donc il a eu des mots un peu durs. D'ailleurs, il s'est rattrapé le lendemain en disant merci Honda d'avoir corrigé le tir. Parce que Paul Espargaro est tombé un petit peu dans le même style. De toute façon, il y a beaucoup de chutes comme ça. On sent que la moto, cette moto, elle est hyper compliquée à piloter. Donc voilà, ce week-end, il a parlé d'un nouveau châssis. En fait, ce nouveau châssis, c'est pas un nouveau châssis, hein, c'est un châssis qui avait été essayé l'an dernier par Bradle et qui avait été écarté. Voilà, on sait que Marc l'an dernier il n'a pas roulé, donc il y a plein de choses qu'il n'a pas pu essayer, qui ont été triées par Bradle. Donc aujourd'hui il se sent un peu mieux, donc il demande à les essayer. Et là apparemment c'était un peu mieux. Donc mais voilà, enfin ça reste très très compliqué. On a vu pas mal de flottements aussi dans le team, justement, sur les images après la chute. Il y a eu, je ne sais pas si tu as eu des infos, mais j'avais l'impression que ça discutait sévère entre Alzamora, le manager de Marquez, et Puig, le manager du HRC. De toute façon, les deux, j'ai pas l'impression qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Non, pas du tout. Et on l'a vu en Allemagne, quand on voit Puig qui sort de son rôle de team manager, s'il est sur le muret comme un mécano à hurler, il pousse, et El Zamora est celui qui, voilà, il essaie de prendre soin de son pilote, il n'a pas envie qu'il se blesse. Alors voilà, il nous l'a dit, moi j'ai qu'une peur, c'est qu'il se fasse mal à nouveau. Il n'a rien à jouer, la moto elle est pas dans le coup, donc je pense qu'il faut être intelligent, essayer que lui se remette physiquement à 100%. Et en plus, cette chute-là, apparemment il suspecte une fracture. Au pied, c'est ça. Donc voilà, mine de rien, il s'est quand même bien amoché sur cette chute. D'accord. Alexis, question? Jean-Marc nous demande est-ce que Marquez sera plus fort après la trêve estivale? Il peut être que plus fort. Il peut être, c'est sûr que le break, il a dit, là je vais prendre une semaine, ça va me faire du bien parce que une semaine pour souffler. Parce que mine de rien, depuis l'an dernier, c'est l'hôpital, la rééducation, le kiné. Enfin, il est la tête dans le guidon. Donc là, il va pouvoir un peu souffler et puis reprendre aussi l'entraînement à moto avec son frère, ce qui lui manquait. Voilà. Donc tout ça va faire que il va revenir en meilleure forme au mois d'août. Enfin, en tout cas, en course, il faut quand même le dire, il part 20e, il termine 7e, avec des chronos à un moment proche des hommes de tête. Donc c'est quand même une bonne course qui a été un peu gâchée par très bonne course. Il s'est bien bagarré avec Aleix Espargaro, donc il a passé, il a redoublé dans le dernier tour, donc il a fait du Marquez, il lâche rien, c'est un guerrier aussi. Il gagne 6 places dans le premier tour, je crois, quelque chose comme ça. Oui, il fait un excellent départ, et puis après, ça reste aussi le meilleur pilote Honda, mine de rien, alors que Nakagami a fait un excellent début de course. Il s'est effondré quand son pneu arrière. Mais j'ai l'impression qu'il s'est effondré au moment où qu'est-ce qui trouve l'ouverture en premier? C'est il y a Mir, je crois, il me semble, et après, une fois qu'il a été dépassé une fois, après il a perdu totalement pied. Mir, justement, ça nous amène à Suzuki. Suzuki, on va dire Mir qui retrouve le podium, donc qui redonne un peu le sourire
à Suzuki. Et puis de l'autre côté, Rins, à contrario, qui perd encore beaucoup et puis qui vient encore une fois pleurer sur Johann Zarco qui lui a ruiné sa course. Faudrait lui repasser, je pense, le dépassement de Mir sur Nakagami de Mir sur Nakagami pour qu'il comprenne que le dépassement de Johann était quand même soft, non? Soft, j'irai pas jusque là, mais c'était musclé, mais voilà, D'ailleurs, il y a eu une investigation par la direction de course, il n'a pas été sanctionné, donc c'est que. Freddy Spencer a trouvé que c'était réglo. Exactement, voilà. Donc Mir, Mir, tu l'as dit, c'est son deuxième podium depuis le Portugal, d'ailleurs le deuxième de l'année, donc c'est pas mirobolant. Je crois troisième, je pense. Pardon, c'est le troisième podium. C'est le 1, 2, 3. Ah oui, troisième. 3 fois troisième. 3, ouais, c'est ça. Donc voilà, bon, il est toujours là. Mir, il est quand même à 55 points de Fabio, donc c'est quand même beaucoup. Il dit voilà, notre problème, nous, c'est les qualifications. Enfin, déjà, le plus gros problème, c'est ça. C'est vrai qu'à chaque fois, ils sont loin et on voit bien aujourd'hui que partir de loin, c'est vu le rythme que tout le monde a, c'est compliqué, quoi. C'est un peu se tirer une balle dans le pied. Et puis voilà, la Suzuki, on sait qu'elle n'a pas ce fameux ride height device qui permet déjà de gagner au départ et puis ensuite aujourd'hui ce que tout le monde utilise, c'est baisser la moto en sortie de virage pour mieux accélérer, donc aller plus vite. Donc voilà, il y a techniquement, ils sont un petit peu en retrait par rapport, en tout cas sur un choix technique qui devrait pouvoir être résolu rapidement. Mais voilà, on sait que les Japonais, c'est autant chez KTM et chez Ducati, ils sont capables dans une semaine de réagir et d'amener des nouveautés. Et c'est vrai que les Japonais, tout prend plus de temps, quoi. Donc voilà, lui il se plaint, il espère que sur la deuxième partie du championnat, il aura une moto. Enfin, en tout cas, il aura des nouveautés de technologie qui lui permettront d'un peu mieux figurer aux essais et donc en course. Ils vont avoir un mois pour travailler chez Suzuki, donc ça va aller. Ils seront dans les temps, on va dire ça comme ça. Merci Michel. Et puis comme je vous le disais sur les émissions précédentes, vous pouvez poser aussi directement vos questions soit à Fabio soit à Johann Zarco. Et bien Michel est allé voir Johann Zarco et il lui a posé une question. Et la question c'était justement comment Johann fait pour se concentrer sur la grille de départ. Écoutez la réponse de Johann. Salut tout le monde. Eh bien pour la concentration avant un départ, le temps d'attente il est long sur la grille de départ, on a 25 minutes et il faut vraiment rester dans sa bulle. Avec l'expérience et surtout les ans sur la moto, ça permet de pouvoir mieux gérer ce moment-là. Mais clairement à un moment donné, moi j'ai besoin de m'accroupir et de pouvoir essayer de penser qu'au moment du départ, oublier tout le reste et juste faire ce que je sais faire, quoi. C'est penser à tous les gestes que je vais pouvoir faire sur la moto. Et une fois que j'arrive à résumer ça dans ma tête, je sens que je suis prêt. Et là, on peut faire monter une bonne dose d'agressivité, d'adrénaline pour pouvoir partir. Donc ça se fait pas en quelques minutes, il faut vraiment bien fermer la bulle. Mais voilà, c'est quand je suis accroupi, vous pouvez penser à ça. Salut! On va réagir, Johann qui nous dit qu'effectivement il passe 25 minutes sur la grille avant le départ. On voit de plus en plus de pilotes qui ne restent pas sur leur emplacement sur la grille, à l'image de Fabio, mais aussi d'autres qui vont dans leur box, qui vont ailleurs. Est-ce qu'ils passent trop de temps sur la grille? Voilà, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant, des pilotes qui désertent leur moto. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Après, voilà, c'est un format qui a été fait pour les télés, oui, pour permettre d'avoir des plateaux pour amorcer le programme. Donc après, voilà. Après, il y a moins de sollicitations aussi sur la grille, comme il y a peut-être moins de public. Non, parce que Crutchlow faisait ça, Dovizioso faisait ça. C'était des adeptes de ce partir aux toilettes notamment. Oui, Dovi, il avait même son petit cabinet portatif. C'est vrai qu'avant, on voyait les pilotes aller se soulager le long du rail. Voilà, maintenant, ça le fait moins. C'est une amende maintenant. Ils ont une amende. Donc, c'est vrai qu'avec la pression, le stress du début de course, généralement, on a envie d'aller faire un petit pipi. Bon, certains disaient ça, que c'était le pipi de la peur, mais bon, on a passé à un autre stade. Allez, on va passer justement à un autre stade aussi dans l'émission. On va passer à l'instant stat avec Thomas.
Alors Thomas, pas de pause pipi, mais une pause doublé Yamaha, parce que finalement le doublé Yamaha, c'était pas arrivé depuis un petit moment. Bon, hier du coup. Voilà, hier, voilà. Non, mais effectivement, c'était pas arrivé depuis Argentine 2017, donc avec un certain Maverick Viñales et Valentino Rossi. Donc c'était la deuxième victoire consécutive de Maverick à l'époque, quand il venait d'arriver chez Yamaha. Donc c'est pour dire que ça remonte à très longtemps. Bon, on a eu des doublés l'année dernière, notamment avec sur les premières courses de la saison avec Maverick et Fabio qui gagnait les deux premières, donc, mais du team officiel Yamaha, c'était pas arrivé depuis 2017. L'année dernière, on avait même eu un triplé Yamaha. Oui, tout à fait, sur la mais c'était Fabio qui avait gagné. On se souvient de l'échange entre le responsable de Petronas et de Lynn Jarvis qui demandait s'il pouvait aller à sa place sur le podium, et il s'était fait un petit peu rembarrer, notre ami Lynn Jarvis. Allez, une autre stat. J'en ai quelques-unes. Alors celle-là, faut que j'arrive à la dire parce que j'arrive pas à la dire depuis tout à l'heure. Il s'est entraîné, il est venu exprès à 14h, mais il n'y arrive toujours pas. Allez Thomas, vas-y, on y croit. Alors depuis que le système de points existe, donc a été introduit le système de points actuel, donc depuis 93, ce n'est arrivé que 3 fois que le pilote qui mène le championnat après la 9e course ne soit pas titré à la fin de la saison. D'accord. Donc là, on a Fabio qui mène le championnat, et donc c'est arrivé que 3 fois par le passé que le pilote ne soit pas titré en fin de saison. Donc ces 3 fois, c'était l'an dernier, donc avec Fabio. En 2015, avec Valentino Rossi qui menait le championnat après 9 courses, et on sait l'issue de ce championnat. Ça s'est joué du côté de la Malaisie, non? Je crois que c'est ça, quelque chose comme ça. Ouais. Et ensuite, en 2008, avec un certain Dani Pedrosa qui, pareil, avait mené le championnat, puis qui à la fin n'était plus là. Donc voilà. C'est plutôt de bonne augure. Et en 92, l'accident de Douane. Ouais. Non, parce que 92, c'était l'introduction du système de points, c'était en 93. Ah, voilà. Parce que moi, je me souviens, avec mon grand âge, tu étais peut-être avec moi d'ailleurs, non? Ouais, mais c'est pas moi qui avais fait la photo, c'était pas de l'année où Douane se il revient à la fin et il perd de 3 points. Il avait je sais pas, il faudrait reprendre les chiffres, mais il avait vraiment une avance colossale, et tout le monde le voyait déjà champion. Voilà. Et à partir de là, c'est vrai qu'il a toujours dit, tant que le drapeau à damier n'est pas passé, la course n'est pas terminée. René, à son accident, il n'était pas en tête du championnat aussi? Oui. Si. 93, mais du coup, donc, pour rappeler, le système de points aujourd'hui, c'est 25, 20, 16, 13. À l'époque, c'était 20, 15, je crois, 12, 10, je sais puis plus. pendant un moment, il y a même eu que les 10 premiers. Il y a les 10 premiers qui marquaient des points. Il y a eu aussi, au début des années 90, il y a eu des classements avec X-1. Donc on retirait un des plus mauvais, on avait moins de joker. On vous parle de choses qui avaient lieu au siècle dernier. Non, mais voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pour comparer, c'est mieux de revenir jusqu'à 93, et donc effectivement, l'exemple que tu cites. Une autre stat, ce week-end, donc j'en parlais déjà un peu en début de saison, mais j'étais pas sûr parce que je menais une enquête à ce sujet. Donc le podium de Fabio, donc en fait c'est le premier à franchir l'arrivée, donc c'est le 750e de Yamaha en catégorie Rennes. Donc le constructeur japonais est deuxième au classement des podiums en catégorie Rennes derrière Honda avec 852 maintenant. Et donc Viñales fait doubler, donc c'est le 751e podium de Yamaha. Et puis une petite dernière, on va descendre un peu en Moto 2, donc je te spoil un petit peu le sujet. Raúl Fernandez, donc c'est 3 victoires. Donc il gagne hier, donc c'est la 3e victoire dans sa saison de rookie, et c'est la première fois qu'un rookie gagne 3 fois en Moto 2 depuis un certain Maverick Viñales en 2014. Donc pour dire que lui aussi, quand il est arrivé en tant que rookie, que ce soit en 125 où il avait gagné 4 fois, ou en moto 2, il avait fait la même chose. Donc il y a du potentiel derrière ce pilote. Ouais, c'est sûr. Bon, voilà. Merci Thomas, et puis du coup on va passer à la rubrique d'Alexis, puisque Thomas nous a tendu la perche. Non, c'est après. Alors Alexis, ce Grand Prix d'Assen, il y avait du Moto 2, du Moto 3, du Moto I, et puis quelques petites infos bien senties. Alors Raúl Fernandez, effectivement, 3e victoire de la saison, il s'est bien rattrapé du Sachsenring où il avait chuté, il avait lâché de gros points, 25 points à Rémi Gardner. Là cette fois-ci il termine devant Gardner, qui assure donc un nouveau doublé pour Aki Ajo. Faudra voir Thomas en fin de saison les stats. Le nombre de doublés d'un même team, ça va faire mal. Et puis pour accompagner ces deux hommes sur le podium, Augusto Fernandez, premier podium depuis 2019. Ça fait longtemps qu'on attendait qu'il sorte la tête de l'eau. En 2019, il faisait une super saison. On a même à un moment, on l'a évoqué pour aller en MotoGP, etc. Voilà, finalement, enfin, ça sourit. Et Loves 4e, en fait, les deux pilotes marque VDS
qui étaient les deux seuls en mesure de challenger les deux pilotes à Io ce week-end. Donc espérons que ça dure pour le suspense du championnat sur les prochaines courses. Une question à poser. Je te vois venir. Les deux Fernandez sur un podium. Alors j'ai pas qui sont pas frères. Hein. Après c'est deux, alors qui portent le même nom. Alors après en catégorie intermédiaire ou les plus petites des catégories, j'ai pas forcément la réponse. Mais c'est déjà pour bosser. Ouais, voilà. Et c'est déjà arrivé d'avoir des homonymes. Mais bon là c'était des frères à l'époque, donc en 500. Les Aoki, et puis dans les années 50 ou 60, je sais plus, au Grand Prix d'Argentine, c'était les frères Salatino qui avaient figuré aussi sur le podium. Mais c'était des frères, mais là effectivement ils sont pas frères. Donc il faudrait regarder si... Il y a eu des homonymes. Ouais, d'autres homonymes, mais il faut regarder. Voilà. Nous aussi on a eu un Fernandez. Oui. Patrick. Oui, Patrick. Bah oui. Ouais, tout à fait. Moto 3. Ouais. Denis Foggia qui gagne son deuxième Grand Prix de la saison et qui répond finalement enfin aux attentes qui étaient sur lui. On l'annonçait pour jouer le titre. Hein. Il a eu un début de saison compliqué, mais là on sent que il a trouvé le truc. Et Sergio Garcia solide deuxième. Voilà, c'est vraiment le dauphin qui se dégage de Pedro Acosta cette année. Donc bien joué Sergio Garcia. Romano Fenati 3e et Pedro Acosta qui remonte de la 18e place à la 4e, le leader du championnat. Il n'a pas pu participer aux qualifications parce qu'il y a eu un gros crash en fin de FP3. Il s'est fait rouler dessus, Pedro Acosta, grosse douleur au dos, et finalement le dimanche il est déclaré fit et il fait une course super solide. Il sauve beaucoup de points. Et il passe la nuit carrément à l'hôpital. Ouais. Manger un burger. Voilà, on a vu sur Instagram. Ça doit être ça alors. On peut parler de Romano Fenati, je sais pas si tu voulais en parler ou... Alors on peut en parler tout à l'heure. Tout à l'heure, pas de souci. Allez, vas-y continue. Moto-E. Ce week-end, Eric Granado qui décroche la 4e pole, il fait toutes les poles de toute façon, Eric Granado, et cette fois il s'impose, voilà, pas d'erreur, devant Jordi Torres et Alessandro Zaccone, les deux pilotes qui jouent le championnat désormais, qui sont sur le podium, puisque Dominique Egerter a été le seul pilote à chuter dans cette course. Et du coup, ça fait mal pour lui au classement provisoire. On n'a pas parlé de Lorenzo Felon, ça a été un petit peu moins bien qu'en Allemagne, à Essen. C'est vrai, ça a été un peu moins bien qu'en Allemagne, même si ça a été un petit peu mieux que le début de saison. Mais ça n'a pas confirmé après le Sachsenring, à voir à la sortie de l'été. Il fait quand même, c'est vrai qu'il fait quand même une Q2, mine de rien. Après, il se qualifie loin, donc on sait en moto 3, ça peut aussi être problématique. Et puis en course, il finit 21, je crois, juste devant Joël Casso. Il y a pas mal de faits de course, de mouvements. Et du coup, quand on se fait décrocher du groupe, il a été pénalisé par un race-through. Donc, parce qu'il a gêné, entre guillemets, en sortie de pit lane durant la Q1, la Q2, je sais plus. Ou je sais plus quelle séance, mais du coup il a dû faire un race-through, donc forcément un race-through en Moto 3. C'est vrai que c'est pas facile à suivre les péripéties de Lorenzo parce que on en a parlé. Team qui a pas de communiqué de presse, le pilote veut pas parler et les journalistes n'ont pas le droit d'aller trop dans les garages. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, mais voilà, c'est aussi un peu pour ça qu'on vous en parle moins peut-être que ce qu'on devrait. Et donc ensuite, on enchaîne. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais on va revenir. Donc Franco Morbidelli qui était forfait, qui s'est fait opérer du genou. On se souvient ce genou qu'il avait déjà mis en difficulté au Grand Prix de France durant le week-end. Là, il s'est reblessé à l'entraînement avant le week-end, donc il a décidé cette fois-ci de se faire opérer. Donc on espère le revoir au retour, mais c'est ce que disait Michel. S'il y a pour les deux Grands Prix d'Autriche là, Bon, a priori, donc il va là pareil, Yamaha va devoir retrouver un remplaçant. Alors est-ce que Kel Crutchlow va être de la partie? Je sais quand Yamaha lui avait demandé d'être à Hassan, il a refusé en disant qu'il n'était pas prêt, qu'il était resté trop longtemps sans rouler. S'il n'a pas participé au test de Barcelone parce que ces tests ont été annulés par Yamaha, on ne sait pas trop pourquoi. Et en plus, Cal, il a des gros problèmes de dos là depuis qu'il a arrêté, il y a une espèce de phénomène de décompensation peut-être, et toutes les chutes qu'il a accumulées ces dernières années, là, il a pas mal de soucis. Voilà, il a du mal à sortir du lit le matin. Donc du coup, remplaçant. Donc remplaçant, c'était Gerloff en tout cas ce week-end, Gerloff. Ouais, Gerloff. Qui n'a pas fait de miracle, mais qui n'a pas terminé dernier. Il a terminé devant Luca Marini. Ouais. Donc c'est pas si mal. Et puis ce week-end, on a un pilote qu'on connaît bien, qui a eu 50 ans. Que tu as dû beaucoup voir rouler, Michel, c'est Max Biaggi.
C'est un message ou quoi? Non, j'ai même roulé. Enfin, ouais, On a même essayé sa moto au Mugello. Non, Voilà. je me souviens d'avoir 4 fois champion du monde 250, 2 fois champion du monde World Superbike et aujourd'hui patron d'une équipe en Moto 3 avec Deus Verna. Et quelle équipe? Et donc l'équipe qui engage Romano Fenati et Adrian Fernandez, le frère de Raúl Fernandez, qui apparemment sont venus aux mains en Allemagne et donc ont été pénalisés pour ce week-end-là. Alors on connaît la réputation de Romano Fenati, même si c'était bien assagi ces dernières années. Il touche plus au levier de frein, il y a déjà du progrès. Oui, mais ça s'est passé dans le box. Ça s'est passé dans le box. C'est vrai que nous, on a été surpris parce qu'on a reçu une notification de pénalité, on ne savait pas trop ce qui s'était passé. Puis en lisant, effectivement, c'est une altercation. Il s'était déjà battu avec Cuccio, non, il me semble. Je crois que c'est pour ça qu'il s'est. Il avait été exclu de la VR. écarté de la bien sûr. Autriche. Je crois qu'il avait jeté un frigo sur la... Un frigo, carrément. Ouais, dans l'hospitalité, il avait pris le frigo, il avait jeté par terre. Enfin, comme ça. C'est un chou bouillant. Et lui, il a couru avec Fabio en Conti à l'époque où Fabio débutait. D'accord. Les photos de lui, là, ils sont tous les deux en Italie. Et Fabio lui mettait la fessée à chaque fois. Un petit mot sur Loris Baz. Ouais, un petit mot. Finir. Loris Baz, on n'en a pas parlé depuis le début de saison. Loris, il est en Moto America cette année. Une saison pas facile, il doit apprendre la plupart des circuits. La moto, les pneus, enfin tout. Ce week-end, c'était du côté dans l'état de Washington, la 4e manche. Il fait 4e en première manche, podium dans la 2e. Dans des conditions très très chaudes. Je crois que c'était l'une des courses les plus chaudes de sa carrière à Loris. Il est 6e du championnat. Voilà, il a perdu pas mal de points. Il a fait des courses où il a eu des chutes, il y a eu des problèmes mécaniques. Là, il avait des problèmes de pneus, je crois, sur ce week-end. Voilà, ça n'a pas été. C'est pas facile pour Loris, mais on sent qu'il est pas loin du truc. Et puis c'est vrai que devant, Jake gagne toutes les courses, à part la première qu'il n'a pas terminée, sinon il a gagné toutes les autres courses. Donc là, pour le titre, ça va être compliqué. Il y a un ancien là qui a débarqué là-bas, c'est Hector Barbera. Ouais, qui est derrière Loris au classement d'ailleurs. Et ils ont été coéquipiers, on le rappelle, en MotoGP chez Avintia. Hector Barbera. Et puis on va terminer avec un petit mot du calendrier qui a encore évolué. Le Grand Prix du Japon a été définitivement annulé. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que le Grand Prix des États-Unis, lui, est replacé en fin de saison. D'accord. Donc on ira aux États-Unis. Et bon, pour le reste de la tournée outre-mer, c'est un peu incertain. L'Australie, on imagine que ça va être annulé. De toute façon, ils ne peuvent pas l'annuler. En fait, il y a des problèmes d'assurance et donc c'est aux organisateurs d'annuler. Voilà, ils ont des dates limites pour annuler, pour pas qu'il y ait des pénalités, ou qu'ils aient des pénalités. Bref, c'est un peu de la politique et du business tout ça. Mais le Grand Prix d'Australie va être annulé et du coup, le Grand Prix de Malaisie va être remonté d'une semaine pour qu'on puisse avoir back-to-back la Thaïlande et la Malaisie. D'accord. Voilà. Est-ce que ça laisse un petit espoir pour avoir un deuxième Grand Prix dans l'Hexagone? A priori, on devrait avoir une deuxième à Portimao juste avant Valence, et on sait que Claude Nichy utilise beaucoup son téléphone pour appeler Carmelo Espeleta en disant mais moi, je peux. Si tu me dis Portimao avant Valence, ça remplace l'Australie, non? C'est ça? Ça remplacerait l'Australie. Ils vont pas rajouter un Grand Prix, on pourra avoir un Grand Prix de moins, mais voilà, je sais que Claude insiste. Il a une date fin septembre, je crois, donc il pourrait être jouable juste avant Austin. Voilà, on imagine que si on peut avoir du public et qu'on a encore 2 Français en tête du championnat à ce moment-là, ça peut jouer sur les négociations. Voilà, je pense que ça peut, ça peut, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Ok, très bien. Merci Alexis. Thomas, merci. Tu vas nous abandonner. On se retrouvera. Là, on va marquer nous aussi une pause, puisqu'il n'y a plus de course jusqu'au mois d'août. Donc After Sunday va marquer aussi une pause. Merci en tout cas. Et puis on va accueillir notre invité qui va te remplacer. Oui. On va recevoir Pascal Tomec, donc qui est le responsable Power Sport Europe chez Motul. Donc Pascal qui va venir nous rejoindre dans quelques instants. Le voici, le voilà qui rentre. Pascal. Bonsoir Pascal. Salut. Bonsoir. Voilà, faut pas bouger la chaise, c'était les consignes du réalisateur. Donc Pascal, on est ravis de vous accueillir. Bon, on va se tutoyer parce qu'on va pas mentir aux gens, on se connaît. Voilà, nos tempes un peu grisonnantes. Michel un peu moins parce qu'il a du cirage. Voilà, il a du cirage. Donc on se connaît depuis un petit moment. On t'a fait venir parce que Motul, notamment sur ce Grand Prix d'Assen, était très très présent sur le contour de la piste. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est
Est-ce que pour Motul, qui est aussi partenaire d'équipe, vous êtes partenaire de Pramac, notamment avec Johan Zarco, est-ce que c'est différent d'être partenaire d'un team, partenaire d'une épreuve ou éventuellement partenaire d'un championnat, puisque vous êtes aussi partenaire du championnat Superbike? C'est toujours important pour une... J'ai juste une dernière explication. Il faut répondre vite. Oui, voilà. Faut être concis. D'accord. Non, mais vas-y. Écoute, c'est une entreprise qui existe depuis 1853. Elle n'a pas grand-chose à attendre de l'image qu'elle peut donner. Et sa présence sur les MotoGP est importante pour le développement de son tonnage et de son chiffre d'affaires dans le monde. D'accord. Le monde entier regarde les MotoGP. Donc il est plus facile pour nous d'avoir des grands prix titres, même si on est présent sur les 16 ou 17 grands prix, par la matérialisation, du banderolage. Mais un grand prix titre, c'est une vraie reconnaissance à l'œil déjà. Quand on regarde Assen ce week-end, c'est fabuleux quand on a la reprise de ligne droite avec ces panneaux qui s'affichent. Déjà quand on travaille chez Motul, c'est déjà un honneur de voir ces panneaux s'afficher. Mais pour les consommateurs et les passionnés de Grand Prix, c'est toujours intéressant de voir une marque française briller au plus haut niveau. On travaille de façon différente quand on est partenaire d'une équipe que sur un partenariat titre d'une épreuve? Sur un Grand Prix titre, on a, je dirais, une largesse en termes d'invitation VIP. Effectivement, sur un Grand Prix comme celui d'Assen, c'est une marque de MotoGP qui est importante. Et effectivement, là, on y invite une multitude de clients. Sauf que là, quand on est sur des restrictions liées avec le Covid, ça réduit un petit peu, mais ça n'empêche que l'image est très forte. Vas-y, Michel. Ouais, j'ai une question avant de rentrer un peu plus dans la politique de communication et de sponsoring. Motul, je pense qu'il y a plein de gens qui se posent la question. On sait que c'est pas tout le monde sait que c'est une marque française déjà, mais elle a une histoire un peu particulière. Elle était américaine au départ, si je ne dis pas de bêtises. 1853, c'est une marque qui appartient à des Américains en Pennsylvanie. Et effectivement, la première personne, donc Ernest Zog, qui va aux États-Unis voir ces gens, en leur disant qu'effectivement, ils ont besoin de lubrifiants sur le vieux continent et que les Américains, à l'époque, s'intéressent plus ou moins à la vieille Europe. Donc, ils laissent faire la première génération du nom sur le développement de la marque qui devient, en 1925-29, Motul, moteur huile, mais de la Swinfinch, de 1853 jusqu'à 1929, est une marque américaine distribuée par une marque qui s'appelle Suprapen, qui distribue la marque Swinfinch. D'accord, donc Motul, c'est moteur et huile. Moteur huile. D'accord. C'est la contraction des deux. La contraction des deux. Okay. D'accord. Quelque chose de très simple. Vous sponsorisez énormément d'événements. C'est plus important pour vous, par exemple, que de faire de la publicité classique, d'être présent sur les circuits, sur les teams, sur les pilotes? L'histoire de la marque a été faite comme ça. Les hommes ont fait la marque. Les hommes qui ont été présents sur les championnats dans les années 50, on était sur du off-road. Donc effectivement, cette présence humaine faisait que le marquage se faisait, on accrochait les banderoles à la main. Donc toute cette histoire s'est faite systématiquement avec les représentants de commerce qui étaient présents sur les terrains et qui allaient le samedi et le dimanche, en plus de leur travail de la semaine, accrocher la marque Motul sur tous les supports possibles. Ça s'est toujours fait comme ça. Et ça se fait encore comme ça. Donc c'est important d'être présent dans toutes les disciplines, principalement... le off-road, on connaît. Si vous prenez les chiffres du off-road en France, on a 100 000 licenciés, vous en avez 70% qui font du off-road. Donc dans le off-road, vous avez une multitude de produits, de gammes qui sont très intéressantes et qui intéressent la marque Motul, spécialiste dans le monde de la moto. Je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre, mais ça coûte cher d'être partenaire titre, par exemple, sur une épreuve? Est-ce que, ou alors on va la poser différemment, est-ce que l'investissement se retrouve dans les ventes ou l'après-vente? Comment on peut le quantifier, ou est-ce que c'est pris simplement sur un budget communication? Bon, il y a le marketing et la communication corporate qui, elle, gère cet aspect, cette enveloppe, je dirais, mondiale. Et puis toutes les business units, les BU, comme on dit, qui récupèrent, je dirais, tout cet investissement de marquage en communication. Mais ce qui est... c'est pas tout le coût de l'investissement qui est important. C'est le volume que ça dégage, le chiffre d'affaires que ça dégage. Vous imaginez bien que de vendre des lubrifiants dans le monde du camion, dans le monde du transport, dans le monde de l'automobile, on a des prix qui sont ras des pâquerettes. On sait que le monde de la moto, c'est un monde qui est complètement différent. On a, comme le fait Michel depuis de nombreuses années, et tous autour de la table, de la passion, de l'émotion pour cette discipline qu'est la moto.
et qui crée, je dirais, un engouement et qui nous permet à nous de nous développer dans le reste du monde. Il y a des gens qui ont des axes plus ciblés sur le transport, sur des valeurs un peu industrielles. On a de belles marques en France qui sont plus attirées par ce type de marché. Nous, on a choisi la partie ludique du métier. Donc, on a une marque qui est très ludique dans le monde. Et au-delà de l'aspect communication, en termes de technologie, de produits, vous avez des équipes avec qui vous développez des choses ? Ça, c'est la bonne question aussi. Alors, on a une expérience dans les années 50, quand la compétition prend vraiment tout son sens, pour les moteurs 4 temps. Motul a déjà et travaille déjà sur des bases qu'on appelle les bases de synthèse. Première marque à fabriquer un produit semi-synthétique avec la 2100, que vous avez tous connu. On est la première marque à le faire, alors que les pétroliers aujourd'hui considèrent que travailler ce type d'additif pour fabriquer ce type de produit, c'est plus perçu comme mais ça marchera pas, il n'y a pas de souci. Sauf que ça a marché, et en 66, 2100, et dans les années 70, notamment en 1971, la première 100% synthèse, qui est la 300V, qui fête cette année son 50e anniversaire. Mais vous me direz, ça c'est du moteur 4 temps. Mais le moteur 4 temps, il est apparu en MotoGP, le 2 temps c'était en 49-50, jusqu'en 2002. En 2002, on est passé au moteur 4 temps. Alors vous nous dites, on a travaillé le moteur 2 temps pendant de nombreuses années, monocylindre, bicylindre, 4 cylindres, et puis du jour au lendemain, on s'est retrouvé les leaders. Bah oui, parce que les mêmes bases de fabrication sont celles qu'on a utilisées depuis la nuit des temps. Si vous prenez les esters, c'est le seul produit avec lequel on peut faire un lubrifiant, qu'il soit 2 temps ou 4 temps, de bonne qualité. Mais dans les esters, il y a 5000 esters. C'est quoi l'ester ? C'est une base de fabrication, une base chimique, une molécule chimique. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous inventer du jour au lendemain un inventeur de la chimie avec l'ester. Nous, depuis 1945, dans les années 45-50, on a travaillé en fond cette molécule. Donc on a une grande expérience. D'où la question que me posait Michel. Les marchands de motos, les constructeurs de motos n'ont pas du tout l'intention, depuis qu'on est passé à un moteur 4 temps en 2002, parce qu'on parle de performance, on parle de dixième en termes des chronos, mais il faut savoir qu'un moteur, si vous prenez un moteur comme ceux qu'on peut rouler, un piston, ça pèse 280 grammes. Je prends souvent cet exemple. À 16 000 tours minute, il pèse 1,5 tonne. À 16 000 tours minute, une bielle et un piston prennent à peu près 6500-6700 jets. Donc vous imaginez qu'aujourd'hui, cette performance, il ne peut pas y avoir de MotoGP, il ne peut pas y avoir de Moto 2 ou même de Moto 3 qui puisse fonctionner à la vitesse où ça fonctionne sans avoir un bon lubrifiant. Ça n'existe pas. Et sur la place du lubrifiant, on doit être dans la partie MotoGP 3 ou 4 au monde. Et on est le seul indépendant dans le monde du lubrifiant à participer à ce développement. Indépendance, ça veut dire que c'est pas développé par un constructeur comme Yamalube Voilà. Les gens, par exemple, appellent les ingénieurs de Motul parce que tout se sait dans cet univers. En sous-marin, un constructeur apprend qu'effectivement un autre constructeur a des performances moteurs qui sont dignes de ce nom. En MotoGP, par exemple, on va apporter un demi% de puissance en plus. Un demi% en MotoGP, il suffit de regarder les temps entre le premier et le 12e pour comprendre qu'effectivement ce pourcentage de performance gagnée avec un bon lubrifiant, donc à un moment, lorsque ça se sait, eh bien on travaille avec une multitude de marques, qu'elles soient japonaises ou européennes. Alors, pourquoi vous n'avez jamais développé la partie carburant ? Parce que c'est un autre métier. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, que ce soit Repsol, que ce soit Total, sont des pétroliers, donc ils ont une partie carburant, une partie lube, quoi. Il y a peu de marques de lubrifiants qui sont uniquement lubrifiants, en tout cas présents à ce niveau de la compétition. Il y en a quasiment peu, ils sont 2 ou 3, on va dire. Un pétrolier aujourd'hui, si vous prenez une chaîne de distillation, vous chauffez, tout ce qui est vers le haut, c'est les essences légères, le kérosène, les 95, les 98, les diesels, et plus vous allez vers le bas, plus vous allez vers le goudron. Donc depuis des décennies, les marchands de lubrifiants, les producteurs de lubrifiants utilisent ce que le pétrolier lui appelle le déchet. Vous imaginez bien que 2 MotoGP, ça représente à peu près 1200, 1400 litres à l'année.
1400 litres de lubrifiant consommé. Ouais, quand même. Alors, Ouais. Bon, c'est pratiquement rien quoi, par rapport à ce que peut représenter. Enfin, ça fait fait énorme beaucoup de quand même. lubrifiant, quand même. Bah, on fait, C'est des chiffres qu'on découvre, hein, bien sûr, mais on fait des. 1400 litres pour 2 MotoGP. Ouais, pour faire les essais, pour faire ces tests, les tests hivernaux, et puis les courses pendant toute la saison. Donc effectivement, c'est. Ça veut dire qu'ils changent le lubrifiant à chaque séance. Comment ça se passe? On va dire qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'entre 250 et 300 km, on vidange. Donc, mais personne n'a le kilométrage exact, parce que chaque constructeur va jamais dire « moi je vidange à 300 km » ou « moi je vidange à 270 km ». C'est sûr qu'effectivement, on se rapproche des conceptions mécaniques un peu automobiles. Vous avez un embrayage à sec, vous avez une boîte de vitesse séparée, et vous avez ces fameux pistons et bielles qui fonctionnent seuls, alors qu'une moto conventionnelle, de superbike ou d'endurance ou dans le commerce, on a le moteur, la boîte de vitesse et l'embrayage qui fonctionnent ensemble. Donc là, on est dans des architectures moteurs en MotoGP qui sont extrêmement on performantes. sait que, pardon, je te coupe, hein. On sait que l'avenir du MotoGP passe par les préoccupations aujourd'hui environnementales, de pollution, etc. Donc la partie automobile des sports méca est en avance de très loin sur la partie moto. On sait que Carmelo Speleta s'en préoccupe énormément. Comment vous, en tant que fabricant de lubrifiants, vous allez vous inscrire dans cette démarche, et c'est quoi l'avenir de lubrifiants dans un monde où on sait qu'il faut décarboner et où on sait que le pétrole a une durée de vie limitée, quoi. Déjà, on en a en moins pour un minimum de 20 ans, si c'est pas 30. Donc, Ça va vite. Ça va aller vite. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est une vraie question que se pose l'entreprise. Donc, de savoir, effectivement, de quelle manière, effectivement, alors les 20 prochaines années, personne n'est dupe, hein, on est à 1,3 milliard de voitures, et dans 20 ans, on en aura 2,3 milliards ou 400 millions. Donc effectivement, à un moment, on va bien se poser la question, effectivement que ça va se développer, et qu'il va falloir à un moment basculer sur cet aspect-là. Bah effectivement, c'est une question qui se pose en interne chez Motul, mais dans une moto électrique ou dans une voiture électrique, il y a des lubrifiants. Oui, bien sûr. Boîte de Mais vitesse, est-ce qu'on va avoir des lubrifiants qui auront des origines qui ne seront pas Bio. celles du pétrole aujourd'hui, quoi? Oui, bah aujourd'hui, si vous prenez des produits de synthèse, les produits synthétiques, celles qu'on utilise, par exemple, sont des bases végétales. Donc on va prendre celle qui est le mieux connue, c'est la noix de coco, par exemple. Vous prenez son jus d'un côté, le blanc de l'autre côté, vous laissez fermenter, vous créez des alcools, et puis de l'autre côté, avec la noix de coco pure, vous créez des acides gras mélangés à des esters. Là, il n'y a rien d'énergie fossile. D'accord. Donc, à un moment, effectivement, il y a ce phénomène qui inquiète toutes les entreprises, et notamment la nôtre. Mais effectivement, c'est un souci qui est mené, pas tambour battant, mais régulièrement par les... Vous êtes déjà sur la recherche, sur des alternatives au pétrole. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Bon, bah, ça va sentir bon sur les circuits dans pas longtemps si ça fonctionne à la noix de coco. Moi, j'ai juste une dernière question parce qu'on arrive au terme de l'émission. Pascal, c'est combien de temps il faut entre le moment où vous décidez de développer un produit pour qu'au bout de la chaîne, ça se retrouve dans la moto de Monsieur Tout-le-Monde, quoi. Est-ce qu'il y a un délai approximatif ou il n'y a pas de réponse absolue? Si, on a une réponse. Souvent, tous nos produits qui sont notamment nos produits 4 temps, les 300V 4 temps, faut compter un peu 24 mois, entre 22 et 24 mois avant que les formules. Et puis ça dépend aussi des architectures moteurs, des constructeurs. Vous avez des gens comme Honda qui ont des moteurs où on recherche, je dirais, la consommation. Donc on a des moteurs qui sont très serrés, donc on a des architectures moteurs qui sont avec des viscosités à chaud de 30. Vous avez des constructeurs comme Yamaha qui ont des moteurs un petit peu plus larges, où l'architecture moteur demande une viscosité à chaud de 40 degrés, et les moteurs européens qui peuvent monter un petit peu plus haut. Ça, c'est, je dirais, chaque constructeur a sa construction et sa conception mécanique. Mais nous, on est partenaire de Suzuki depuis un peu plus de 40 ans, donc au plus haut niveau, et partenaire de Yamaha depuis pas loin de 40 ans. Donc on travaille étroitement avec les Japonais, et on partage aussi avec la marque Honda, et on partage une multitude d'informations. Les Européens viennent aussi chercher des informations parce qu'ils ne sont pas dupes, ils n'ont pas du tout l'intention de voir leur moto sur le bord de la piste, et ils viennent chercher des informations.
discute encore avec l'ingénieur la semaine dernière, qui est en contact avec eux régulièrement. Donc on fait des tests, on envoie des produits, ils font des études, ils font des analyses, et puis et après on développe si on est sérieux. Bon, en tout cas, c'est super intéressant. On pourrait y passer encore une bonne heure, et limite, puis, même plus. En tout cas, c'est intéressant. Merci Pascal d'être venu nous transmettre cette passion. On rappelle donc 150 ans. Hein, je vois ta petite plaquette là. Oui, je vous amène toujours un petit livre. Parce que comme ça, depuis 150 ans. On rappelle aussi que vous avez une fondation qui s'appelle Corazon. C'est ça, hein, donc pour aller un petit peu autre part que sur les circuits. En tout cas, merci de nous avoir répondu par l'affirmative sur cette invitation. Merci Alexis, merci Michel. Donc comme vous le savez, on vous l'a dit, le MotoGP marque une pause pendant tout le mois de juillet, After Sunday également. Mais restez connectés, on vous prépare peut-être une surprise pour le courant de l'été. Allez, à très bientôt et bonne soirée. Et puis pour une fois, allez les Bleus.